ressourcerie de l'écrivain. Je m'excuse pour la petite pause que je me suis octroyée, je suis pas forcément débordée non plus, mais en fait je vais passer une certification qu'il faut que je révise et je stresse un peu, hein. C'est pas énorme non plus, mais je stresse un peu par rapport à ça, donc je préférais faire une pause. Et en plus, pour mon anniversaire là, qui a lieu dans 8 jours, parce que là je tourne le 10 octobre, mais vous aurez la vidéo plus loin, mon compagnon m'a offert un nouveau micro avec un bras, un espèce de grand bras, un micro avec un machin, un disque de moumoute là dessus pour concentrer le son, je sais pas quoi. Enfin bref, il faut que je prenne un peu en main ce truc là, ce qui fait que là j'ai toujours mon micro cravate, tac tac. Et je vais peut-être passer par un logiciel de montage audio comme Audacity par exemple pour monter le truc audio avant de le mettre sur iMovie. Donc si je change tous mes logiciels de montage, ça risque d'être chaud si je reste pas sur iMovie par exemple. Mais donc j'ai d'abord la certification à passer et peut-être après un petit temps de, on va dire, d'apprentissage sur les nouveaux outils pour la chaîne. En nouveauté, nous avons passé les 500 abonnés, merci beaucoup, je suis monétisée, donc je vais évidemment gagner quelques clopinettes, mais honnêtement ça fait plaisir, parce qu'il y a du monde qui vient sur cette chaîne, que ce que je fais avec beaucoup de plaisir, ça plaît aussi, donc c'est ce que je voulais. Et on a dépassé les 30 000 vues, il me semble, si j'ai bien compris mon tableau, je vais vous le dire de suite. Oui, on a dépassé les 30 000 vues un peu après avoir dépassé les 500 abonnés. Je m'arrête là sur le côté un peu vie perso, technique et compagnie. Et oui, je voulais aussi vous dire que j'ai un petit peu de mal à lire ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à me concentrer. Pourtant je lis, hein. J'avance un peu, mais je crois que je suis sur deux bouquins qui peuvent pas se bouffer, si vous voulez. Et autant j'ai lu d'autres trucs assez rapidement dont je vais vous parler plus tard, parce qu'il y a le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough, qui est vraiment pas mal. Je pensais être déçue, et ben j'ai été agréablement surprise. Et l'autre livre en fait qui ne se dévore pas comme ça, c'est La source au bout du monde de William Morris, donc c'est son livre le plus connu. J'avais déjà fait une chronique vidéo, un vlog lecture sur le lac aux îles Enchantées, qui sont tous les deux aux Forges de Vulcain. Et si vous voulez, je trouve que c'est pas un livre qu'on va dévorer. Je m'ennuie pas du tout, j'aime beaucoup ce que je lis, mais il n'y a pas le côté page turner. Et c'est pas un défaut du tout. Je m'attends pas forcément à lire tout le temps que des page turners parce que souvent en fait dans les livres que je lis très rapidement, je ne veux pas en retenir grand chose. Et là si, donc bref, il y a l'autre sur lequel je peine là vraiment, c'est le Barzès Brace de Théodore Hersart de la ville marquée, qui est un recueil de chants bretons, donc je vous en parlerai dans un vlog écriture, étonnamment, mais je le lis en fait pour me nourrir un peu sur un projet de réécriture de contes ou légendes bretonnes. Et j'ai pas envie de le lâcher, mais à la fois je rame un peu à le lire. Ce qui fait que, et comme j'ai envie je recommence un peu à toucher aussi aux réseaux sociaux comme Instagram. Là, je suis partie à la conquête d'Instagram. Disons que j'arrive pas à lire. Il y a tout ça qui fait que, donc à un moment, ça va un peu se stabiliser, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bref, aujourd'hui, comme on est encore dans le mois de l'imaginaire et on se rapproche d'Halloween, j'avais envie de vous parler de sorcières. Et en vous parlant de sorcières, j'ai créé, comme j'avais fait une vidéo sur les vampires parce que je venais de voir la série télé Entretien avec un vampire qui est très très bonne, honnêtement, elle est très bonne. Elle est disponible sur Paramount, je crois. Moi, je l'ai via mon abonnement à Canal+. Donc, c'est soit sur Apple TV, soit sur Paramount, je me souviens plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai aussi regardé la série Mayfair's Witch,
qui est issu de la trilogie sorcière de Anne Rice. Ça, c'est le premier tome, Le lien maléfique. Et bon, par contre, vu de quoi ça cause, je vous en parlerai en dernier. Mais bref, tout ça m'a donné envie de rassembler un peu tout ce que j'ai vu ou lu à peu près récemment ou pas du tout, ou qui remonte. Et il y a un film qui m'avait fait une grande impression sur la manière dont était perçue la sorcière au Moyen-Âge et plutôt en Europe. The Witch, ou La sorcière au Québec, c'est un film d'horreur américano-canadien qui est sorti en 2015. Donc c'est réalisé par Robert Eggers. Il a obtenu le prix de la mise en scène au festival du film Sundance. On est au XVIIe siècle, donc ouais, on est en fait en plein dans la période de la lettre écarlate dont je parlais juste après. On a une famille de colons qui vit un peu en marge de la société. On est dans une communauté qui est très puritaine où, en gros, si un voisin qui commence à parler un petit peu bizarrement, il risque de se trouver sur un bûcher. Donc là, ils vivent un petit peu à part. Il y a les parents, il y a une grande sœur et il y a des plus jeunes enfants, un garçon et une fille, il me semble, je vérifie. Et il me semble qu'ils ont été bannis parce que le père, en fait, il a tenu des propos... Enfin, il a critiqué la communauté religieuse, donc il a été banni. Oui, voilà. Donc il y a une grande fille qui s'appelle Thomasine. Elle est jouée par Anya Taylor-Joy, qui était toute jeune. On a un garçon qui s'appelle Caleb. Il y a des jumeaux qui s'appellent Mercy et Jonas, qui sont plus petits, qui ont autour de 8 ans. Et il y a un tout petit garçon qui s'appelle Samuel. Ils vivent, si vous voulez, ils vivent vraiment en marge de la ville. Ils ont assez peu de rapport avec la ville qui les a jetés, en fait. Et ils sont quand même dans un univers qui est assez hostile parce qu'on est au tout début de la colonisation de l'Amérique du Nord par les colons puritains. Et c'est assez rugueux, on va dire, comme mode d'existence. Et en fait, l'histoire commence quand le petit garçon Samuel, le tout petit, qui est le nouveau-né, le bébé, disparaît. Et alors que la grande sœur adolescente était en train de le surveiller. Et on commence à voir qu'il y a peut-être des choses un peu bizarres qui se sont produites autour de la disparition de cet enfant. Et la maman, fort logiquement, elle est effondrée, alors que le papa, il fait un petit peu tout ça. Et en fait, plus ça va, et plus des soupçons vont commencer à se poser sur la grande fille. Et il va commencer à y avoir une atmosphère assez oppressante. Il y a un truc avec le bouc noir de la ferme. Il y a plein de trucs bizarres qui commencent à se produire, ce qui fait que ça engendre de la peur chez la famille. À la fois les enfants, les jumeaux qui ont 8-10 ans, Caleb, il doit avoir 14 ans, un truc comme ça, et la grande, elle a allé 15-16 ans, mais les parents aussi. On est quand même dans une famille qui est croyante, on est dans une époque de superstition, et il y a des trucs qui font penser qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Que ça sent un peu le soufre. Et si vous voulez, les soupçons vont commencer à se porter sur la grande sœur, enfin la fille aînée, sachant qu'il va se passer d'autres bricoles aussi pour les autres enfants. Il va se passer vraiment plein de trucs. Comme si un malheur s'abattait sur cette famille et qu'il y avait une période de malchance un peu inexplicable, des maladies, des accidents, des décès. Et si vous voulez, c'est pas évident en fait d'essayer de raconter l'histoire sans spoiler, mais un peu tout du long on se dit oh putain, ils vont finir par buter la fille aînée alors qu'elle a rien fait. Sauf que nous aussi on voit ce qui se passe et on commence à avoir peur comme eux. Donc vous voyez, on est un peu comme dans une histoire gothique où on ne sait pas si c'est les personnages qui sombrent dans la folie ou s'il y a quelque chose autour qui les influence, qui les a peut-être maudits ou des trucs comme ça.
Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin sur ce film-là. Je pense que vous pouvez le voir sur certaines plateformes. Mais parce que, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ça se passe à peu près à la même époque. Je crois que La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, que j'ai déjà lu sur la chaîne, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, c'est un très très bon livre. Moi, j'ai vraiment adoré. Nathaniel Hawthorne, il a vécu au 19e siècle et il a écrit sur... je crois que c'est la ville de Salem ou une ville proche de Salem au XVIIe siècle. Donc c'était un petit peu à l'époque un peu ambiance procès de sorcière. Pour la petite histoire, l'auteur Nathaniel Hawthorne, il descend des Hathorne, qui sont une famille qui ont fait cramer leurs voisins, tout simplement, pour récupérer leurs terres lors des procès de sorcières, en faisant accuser d'autres personnes d'avoir démarché avec le diable, ou je sais pas, enfin d'avoir des relations avec le diable. Et enfin, c'est des familles qui se sont un peu déchirées pour des terres. Et Nathaniel Hawthorne, il s'est complètement mis contre en fait cette famille et les pensées de cette famille et le puritanisme. Et il a voulu écrire une histoire sur le poids du puritanisme sur la société et sur quelqu'un en particulier. Et dans la préface qui est extrêmement longue, donc si vous m'écoutez, la préface, honnêtement, vous pouvez la zapper parce que j'ai trouvé ça très long. Mais après, c'est très bien. Et La lettre écarlate, si vous voulez, c'est une jeune femme, donc vraiment une jeune femme qui est accusée d'adultère à raison parce que, en l'absence de son mari qui a disparu depuis 2-3 ans, un enfant est né. Donc forcément, c'est pas la fille de son mari. Elle est pas tombée enceinte de son mari, c'est sûr et certain. Les puritains peuvent être un petit peu couillons, mais pas à ce point-là quand même. Et si vous voulez, elle a été accusée d'adultère et elle n'a jamais lâché le nom de son amant. Donc, elle vit un peu avec le poids de la société comme ça. C'est un tout petit village où tout le monde se connaît, ils sont tous en train de se soupçonner les uns les autres, de parler les uns sur les autres, etc. La jeune femme, elle a été emprisonnée, elle a accouché en prison et quand sa fille Pearl a 3 ans, la femme est libérée. Sauf que elle est mise sur l'estrade du pilori, en gros c'est boue, la honte et compagnie, et elle est condamnée à porter à vie une lettre écarlate, un A rouge, comme qu'elle doit broder sur ses robes, donc un A comme adultère, comme si elle devait toujours porter le poids de sa honte. Et c'est une femme, en fait, vous vous dites, mais c'est intenable. J'aurais été à sa place, j'aurais pris ma gamine et je me serais barrée. Sauf que on est dans un monde qui est hyper hostile, il y a des Indiens qui sont pas franchement amicaux autour, il y a des bêtes sauvages, il y a des ours, il y a des pumas, etc. On est dans les endroits où ça neige, mais on est dans un milieu hostile. Donc elle serait partie, elle aurait peut-être pas forcément survécu. Et cette jeune femme, en fait, alors déjà lors de son procès, son mari revient. Je peux vous le dire, c'est dans les tout premiers chapitres. C'est dans le premier ou le deuxième chapitre. Son mari lui dit « Tu dis surtout pas que je suis revenue. » Ce qui veut déjà dire qu'il y a un certain changement physique et un sacré paquet de temps qui est passé pendant que lui vivait avec les Indiens dans la forêt et que sa femme était seule. Et donc elle porte... son mari lui dit en gros... Je te pardonne, je ferai jamais de mal à ta gamine. Mais en gros, lui, ton amant, je vais trouver qui c'est et je vais le buter. Et si vous voulez, il la met comme ça dans une position où, elle a promis, donc elle peut rien dire, mais elle a promis aussi à l'autre qu'elle dirait rien. Et c'est pas évident pour elle. Franchement, c'est une histoire qui est vachement bien faite, pour ça. Et vous allez me dire quel est le rapport avec les sorcières, c'est que en fait, on la soupçonne plus ou moins d'être une sorcière. Mais en même temps, elle soigne les gens.
donc elle sert à quelque chose, mais il faut pas trop la fréquenter, quoi. Hein, faut pas trop lui parler, faut pas manger avec elle, faut pas se lier d'amitié, mais elle rend bien service. Vous voyez l'espèce d'hypocrisie. Et si vous voulez, Esther Prynne, l'héroïne, elle va porter ce poids de la honte sur elle, mais par contre, elle refuse que ce poids pèse sur les épaules de sa fille Pearl. Donc Pearl, comme Esther, pour vivre, Esther, elle rend plein de services à droite à gauche pour avoir une petite pièce, un repas, un bout de bidoche, et elle coud. Elle est très bonne en couture. Et Esther, elle fait des robes magnifiques à la gamine. Et la gamine, elle est toujours décrite comme un petit elfe, une petite fée des bois, quelqu'un de très libre, etc. Quelqu'un qu'on ne peut pas emprisonner, qu'on ne peut pas trop comprendre, qu'on ne peut pas saisir. Et pendant un sacré paquet de temps, je me suis demandé si la gamine, elle n'était pas un petit peu fée, quelque part. Si Esther n'était pas aussi un peu sorcière. Donc là, je ne vais pas vous dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais on frôle un peu les représentations de l'époque sur les sorcières, l'atmosphère de suspicion, le danger et compagnie. On frôle un peu tout ça. Mais on n'est pas non plus les pieds dedans, à la fois dans The Witch ou dans La Lettre écarlate. Mais c'est vraiment des films à voir. Et The Witch, regardez pas ça la nuit, ça fout un peu les jetons. La Lettre écarlate, si vous voulez le regarder, il y a des versions en allemand, Céline. Franchement, ça, en allemand, évidemment, je connais pas, mais je pense que ça passe très bien. La femme est magnifique. Alors, des sorciers, des sorcières, où ça ? Donc là, je vais aborder des histoires qui vont être plutôt pour enfants ou adolescents, avant d'aborder des choses qui vont être plutôt sombres à la fin. Donc, je vais passer très rapidement dessus, mais évidemment, Harry Potter. Harry Potter, c'est donc une histoire qui a été écrite par J.K. Rowling, qui, je sais, ces temps-ci, n'est pas en odeur de sainteté, par rapport à ce qu'elle peut exprimer sur les réseaux sociaux, sur la communauté trans. Donc elle est quand même assez régulièrement bâchée, puis bon, après elle continue quand même à s'exprimer, puis bon bref. Donc Harry Potter, on est sur l'histoire d'un pauvre gamin qui est élevé par son oncle et sa tante, qui récupère un peu les restes de la famille. Les restes, il est même pas aimé ce gosse. Il est habillé par les vêtements de son cousin qui est obèse, alors que Harry est plutôt un petit freluquet pas assez nourri, parce qu'il n'est pas assez nourri. Et c'est vrai que des fois, il se passe des choses bizarres quand il est sous pression, qu'il a peur, qu'il est en colère. Il y a des choses il peut se téléporter, il y a des vitres qui explosent, des choses comme ça. Et un jour, le jour de ses 11 ans, il commence à y avoir des chouettes qui arrivent avec des lettres pour prévenir Harry qu'il a 11 ans, qu'il est un sorcier et qu'il va rentrer au collège Poudlard. Parce que dans le bouquin, on parle bien de collège Poudlard. Et donc le collège Poudlard, c'est une école de sorciers où les gamins sont scolarisés de leurs 11 ans à leurs 17 ans. À leurs 17 ans, ils passent l'équivalent du bac. Après, il me semble bien qu'ils peuvent avoir des écoles pour se spécialiser, justice magique et compagnie. Mais bref, la société sorcière, elle existe, ils sont quand même plutôt nombreux, mais ils vivent à part depuis peut-être 1000 ans des moldus, donc ceux qui ne sont pas sorciers, pour se protéger depuis les persécutions que les sorcières ont subies au Moyen-Âge. Et c'est une histoire où la sorcellerie, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui peut être bien comme mauvais, c'est quelque chose qui peut influencer une personne, où on peut faire naître de choses de rien, faire apparaître un fauteuil comme ça. Donc on n'est pas tout à fait, enfin non, on n'est même pas du tout dans les représentations comme dans The Witch ou La Lettre écarlate. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il y a des choses on peut être très bon en potion et on peut être une grosse quiche en vol sur balai par exemple, ou inversement. Et c'est une magie qui est académique, qui tout le monde a
tous ceux qui sortent de l'école, ils ont appris à peu près les mêmes choses, donc ils ont les mêmes compétences, à divers, selon leur capacité évidemment. Et c'est une très belle histoire, je trouve, à la fois pour les enfants et pour les grands enfants comme moi qui aiment bien y replonger de temps en temps. C'est un univers qui est très riche, c'est un univers qui... Franchement, c'est un univers qui a fait certainement un petit peu sa place dans l'histoire littéraire et a raison. Je vais passer très rapidement sur la trilogie suivante, c'est la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, parce que je l'ai lu quand j'étais adolescente, je ne l'ai pas relu, et donc je m'en souviens pas fort, mais j'ai lu la trilogie de la poussière, c'est À la croisée des mondes. La trilogie À la croisée des mondes, c'est Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Donc on est sur... je suis sur Wikipédia pour essayer de... parce que je me souviens plus de tout. Mais je vous resitue un peu le contexte avant de vous parler des sorcières et ça sera assez rapide parce que j'en ai un souvenir assez fort, mais elles ne sont pas ultra présentes non plus dans l'histoire. On est sur deux adolescents, Lyra Belaka et Will Parry, qui traversent des univers parallèles en vivant une série d'aventures épiques. Apparemment, c'est inspiré du Paradis perdu de John Milton, qui est un très beau texte. Il a nommé sa série The Golden Compass, le compas d'or. Dans un monde ressemblant au nôtre, Lyra Belaka est une jeune fille de 11 ans ayant grandi dans le cercle fermé de Jordan College à Oxford. Entourée d'érudits, des hommes pour la plupart, elle apprend par hasard l'existence de la poussière, étrange particule élémentaire semblant dotée d'une conscience qu'a redécouverte son oncle Lord Asriel dans le Nord. Le magisterium, le puissant organe de répression de l'Église, donc un genre d'inquisition, établit que la poussière est liée au péché originel. Ses propriétés propres font l'objet d'expériences visant à déterminer pourquoi elle semble moins attirée par les enfants que par les adultes. Ces travaux, dirigés par Madame Coulter et des théologiens chercheurs scientifiques mandatés par le magisterium, conduisent à la décision d'enlever les enfants pour les conduire secrètement au nord où par un procédé douloureux appelé intercision est pratiquée la résection de leurs démons. Moi j'appelle ça démons, c'est D-A-E collé, bon. Partie d'eux-mêmes incarnés sous la forme d'un animal. Lyra a pour meilleur ami Roger Parslow, lui aussi enlevé, et elle jure de le retrouver. Si vous voulez, les enfants, ils ont un animal dont, si je me souviens bien, la forme n'est pas définie tant qu'ils sont enfants. Il me semble que donc c'est un animal qui est un peu une extension de... C'est un peu l'animal lige, vous voyez, qui est un peu une extension de leur être et qui, normalement, il y a une relation très fusionnelle. Et quand l'enfant grandit et devient adolescent, la forme physique de l'animal se fige. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un labrador, quelqu'un d'autre qui va avoir une tourterelle, etc. Mais avant en fait l'adolescence et la puberté, si je ne me trompe pas, l'animal peut changer de nature, donc devenir tourterelle, dauphin, bon, peut-être pas dauphin parce que ça va être pas pratique, mais l'animal peut changer de nature. Et si vous voulez, c'est un monde qui est très fouillé, très complexe, donc je vais avoir vachement de mal à le résumer, mais à un moment, il y a des sorcières qui volent sur des balais. Ce sont que des femmes qui vivent ensemble. Les sorcières sont des femmes liées à la nature, volant dans le nord polaire sur des branches de sapin. Vous voyez, on n'est pas loin du ballet, mais le ballet de sorcières médiéval. Et vivant en société selon un système de clans que dirigent des reines. Leur longévité étant de plusieurs centaines d'années, elles gardent l'apparence de la jeunesse et de la beauté, ce dont elles usent pour procréer. Guerrières féroces, expertes à l'arc, elles sont douées de certains pouvoirs surnaturels, comme la faculté de ne pas ressentir le froid de l'Arctique sur leur peau nue, l'aptitude à se faire oublier au point de devenir invisibles, ou la possibilité pour leurs démons de voyager à des centaines de kilomètres d'elles-mêmes. Parce que oui, le démon il reste proche de son humain. Le destin de leurs enfants est déterminé par leur sexe. Une fille sera sorcière, tandis qu'un fils sera humain. Ça fait un peu penser aux Amazones.
L'amour d'une sorcière ne se refuse pas, et si tel est le cas, cet amour devient haine, et la sorcière tuera son bien-aimé s'ils viennent à se recroiser. Je peux pas en dire beaucoup plus. Moi, j'ai le souvenir qu'elles étaient... de prime abord, elles étaient assez effrayantes, et quand en fait, il me semble que Lyra... quand elles se sont rendues compte qu'elles poursuivaient un but commun, les sorcières l'ont aidée. Peut-être parce que c'était une fille aussi. Mais en tout cas, Lyra n'est pas une sorcière, moi j'ai pas le souvenir. Mais les sorcières, elles étaient quand même assez flippantes et il y avait un côté vraiment, j'ai presque envie de dire woman power, qui était assez intéressant. Et il y a beaucoup de créatures différentes. Il y a des ours en armure, des ours polaires en fait qui parlent, on a des fantômes, Mais alors comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai trouvé assez complexe, ce qui fait que je me souviens plus de tout. Faudrait que je replonge dedans, surtout que Philippe Pullman a commencé à sortir une suite qui est justement la trilogie de la poussière. J'essaye de retrouver... Donc la trilogie originale, c'est les Royaumes du Nord, la Tour des Anges et le Miroir d'Ambre. Et donc ça, c'est la trilogie À la croisée des mondes ou His Dark Materials, qui a été adaptée aussi en série, je vous mettrai le lien. Et la suite, c'est la trilogie de la poussière avec La Belle Sauvage qui a été publiée en 2017, La Communauté des Esprits en 2020 en français. Et le troisième tome, son écriture vient d'être terminée, mais il n'y a pas encore des dates de parution. Ça pourrait être The Garden of Roses ou Roses from the South. Il y a des livres complémentaires, Lyra et les oiseaux, Il était une fois dans le Nord, Les collectionneurs, Serpentine et The Imagination Chamber. Je ne vais pas vous en dire plus parce que honnêtement c'est vraiment une série que j'aimerais bien lire, parce que j'avais bien aimé. C'est pas facile. On a un personnage qui souffre pas mal, mais c'est quand même vachement sympa. Comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas été chercher les bouquins. La trilogie suivante, mais je peux vous parler de tout, parce que là j'ai noté le Grishaverse. Le Grishaverse de Leigh Bardugo, on est dans un univers qui est inspiré un petit peu de la Russie impériale, qui serait en guerre contre un pays d'Asie, qui peut ressembler peut-être à la Mongolie, je pense. Un pays plus au nord, qui est plutôt inspiré de la Scandinavie. Et si vous voulez, on est dans un monde où il y a des genres de sorciers qui s'appellent des Grishas. Les Grishas, ils ont une catégorie de pouvoir avec laquelle ils vont avoir une affinité, qui va dire qu'ils sont capables, par exemple, que ce sont des invocateurs de lumière, ce qui est très rare, que ce sont des hurleurs parce qu'ils contrôlent le vent. Donc ils peuvent contrôler les éléments, ils peuvent contrôler le corps. Et il y avait aussi autour de la chimie, les alchimies qui contrôlent la chimie et les matériels qui vont plutôt agir sur le matériau, quoi. Et dans cet univers, Ravka, qui est donc inspiré de la Russie impériale, est en guerre contre le pays scandinave qui s'appelle Fjerda et contre le pays, on va dire, mongol qui s'appelle Shuan. Et peut-être plus Chine, d'ailleurs, impériale, Shuan, de mémoire. Bref, ils sont en guerre contre eux et le souci que Ravka a, c'est que c'est un pays qui est divisé en deux par le Fold, le Shadowfold, qui est une grande bande sombre qui traverse le pays de part en part, qui empiète d'ailleurs sur les pays au nord et au sud, et qui coupe complètement le pays en deux. Ce qui fait que Ravka n'a plus accès à... Enfin, la capitale et toute la partie est n'a plus accès à la mer, donc avec les échanges commerciaux que ça pourrait entraîner. Et... Enfin, c'est un peu la merdouille sur le plan géopolitique pour ce truc-là. Et ce Shadowfold, c'est un endroit un peu maudit qui est rempli d'espèces de grandes chauves-souris qui ont la dalle, qui s'appellent, je sais plus, les grandes chauves-souris qui ont la dalle. Et les Grishas
sont chassés. Ils sont tués, enfin, ils subissent des procès un petit peu fantoches et sont brûlés sur des bûchers à Fjerda, donc l'équivalent de la Scandinavie. Et à Schuan, ils sont réduits en esclavage. Dans d'autres endroits, ils peuvent être tués, ils peuvent être... Enfin, il ne fait pas très bon d'être un Grisha. Ravka, c'est un peu le pays qui va accueillir les Grishas et qui va s'en servir aussi parce que non seulement ils accueillent les enfants pour les mettre à l'abri, mais ils les forment et ces enfants intègrent l'armée. Donc il y a si je ne me plante pas, il y a la première armée qui sont des soldats classiques et la seconde armée où ce sont les soldats Grisha. Donc on est aussi là dans une... Ils ne veulent pas entendre parler de magie, on est dans un univers où cette petite science, donc cette magie est enseignée, les gens sont entraînés et sinon ce sont des gens qui se planquent et qui vont avoir un peu plus de difficulté à contrôler leur pouvoir. Sachant que s'ils ne contrôlent pas leur pouvoir, ça a un effet néfaste sur leur santé, que s'ils les utilisent, ils vont être plus jeunes, ils vivent très longtemps, ils ne tombent pas malades, etc. Donc, un Grisha qui n'utilise pas ses malades, il n'est pas au top niveau santé. Ça peut peut-être même le tuer. Et c'est vraiment une super histoire. On a une trilogie qui est consacrée à Alina Starkov, qui est je vous le dis parce que c'est révélé tout de suite, qui est l'invocatrice de lumière et qui serait donc un peu par une espèce de prophétie de très forte croyance en capacité de dézinguer ce Shadowfold. Et on a une duologie ensuite où on ouvre un petit peu, on ne reste pas à Ravka et on suit plus ou moins des cambrioleurs, des délinquants qui vont avoir pas mal de missions et qui... il y en a un, il vendrait sa mère pour avoir de l'argent. Et c'est peut-être une impression qu'il donne. Hein. Et sur la dernière duologie, qui je pense va devenir une trilogie, on suit Nikolai Lantsov, qui est le futur roi de Ravka, qui est peut-être devenu roi d'ailleurs, enfin bref. Et on est dans un contexte où la guerre continue, donc c'est un peu tendu, avec un univers où la magie, qui est figée d'une certaine manière dans la trilogie, bouge. Donc les règles de magie bougent, parce qu'il se passe des choses, peut-être autour des expérimentations, des trucs comme ça, qui font que la magie se transforme. Et que ce qui était connu dans la première trilogie se modifie par la suite. Pas forcément pour tout le monde. Ça ouvre d'autres choses. Et encore d'autres choses aussi dans la duologie suivante. Je m'arrête là pour Grishaverse. Ça a été adapté sur Netflix sous le nom de Shadow and Bone. Ils ont annulé la série. Ça finit de manière assez abrupte, mais moi je trouve que c'était une très bonne série. Même si elle a pris un peu quelques libertés par rapport au matériau d'origine. Je vais passer très rapidement sur une autre série télé de mon enfance. C'était Charmed, qui passait dans la trilogie du samedi sur la 6. Pour moi, on n'est pas non plus dans la série qui est tip-top. Ça raconte l'histoire de 3 sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs aïeuls. Chaque sœur possède un pouvoir magique qui lui est propre et qui évolue tout au long de sa vie. Elles vivent ensemble dans un manoir, elles sont unies par le pouvoir des 3 et elles utilisent leur pouvoir surnaturel pour combattre les sorciers, les démons et d'autres forces maléfiques qui peuplent la ville de San Francisco en Californie. On a un mélange des genres, de l'imaginaire à l'horreur, à la comédie, aux histoires de cœur. Il y avait même des anges qui s'appelaient des êtres de lumière. C'était... Bon, après, c'était vraiment les séries télé qui se passaient... J'ai pas trouvé ça fifou. J'en ai regardé un peu, pas tout. Mais c'était sympa. C'était sympa, mais sans plus. Et on était... Ça faisait un côté un peu Buffy. Dans Buffy aussi, il y a des sorcières. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Ensuite, un film que par contre là, j'ai vraiment aimé. Je suis pas sûre que je l'aimerais autant si je le revoyais. Ça s'appelait The Craft ou Dangereuse Alliance. Donc c'est un film fantastique
Réalisé par Andrew Fleming en 96. On suit 4 adolescentes qui étudient dans le même lycée en Californie et pratiquent l'ésotérisme et la sorcellerie. On est un peu sur les bougies, les trucs Ouija, la sauge, vous voyez un petit peu ce truc-là. On est sur... on suit l'histoire de Sarah Bailey, une adolescente dotée de mystérieuses capacités qui quitte San Francisco pour Los Angeles avec son père et sa belle-mère. Dans sa nouvelle école, elle commence à tisser des liens avec Nancy, Bonnie et Rochelle, qui sont rejetées par les autres élèves et dont la rumeur dit qu'elles seraient des sorcières. Quand Bonnie surprend Sarah, donc Sarah, celle qui arrive, en train de faire léviter un crayon en classe, le trio réalise que Sarah est la candidate parfaite pour compléter leur coven. Elles vont faire découvrir la sorcellerie et leur divinité Manon à Sarah. Mais le groupe découvre les répercussions négatives de leurs pratiques et des rivalités apparaissent. Alors, en gros, on était sur... là, on est plus sur l'imaginaire actuel autour de la sorcellerie. Avec des incantations, des potions, une ambiance... Enfin, un look un peu gothique, un peu... qui fait un peu peur, c'est un peu glauque. Des incantations dans des langues étrangères, des livres un peu ésotériques, une ambiance un petit peu New Age, mais New Age un peu dark, vous voyez. Et de mémoire, les 3 filles qui étaient déjà au lycée ont appris en fait la pratique de la magie et c'est comme ça qu'elles ont acquis des pouvoirs. Par contre, Sarah qui arrive, elle descend, il me semble bien, d'une sorcière. Donc elle, ses pouvoirs sont en elle, ce qui est différent des autres. Et à un moment, en fait, dans le trio, on a Bonnie, si je ne me trompe pas, qui est un peu une pauvre gamine qui a vraiment une vie pas facile. Elle a une vie de merde, hein, grosso modo. Et la sorcellerie, c'est vraiment le seul truc qui la maintient en vie, j'ai presque envie de dire. Elle n'a pas une relation très saine avec les 2 autres filles. Et il va y avoir assez rapidement une rivalité de Bonnie. Parce que Bonnie, en fait, plus elle pratique de la magie, plus elle en a envie. Il y a une espèce d'addiction, de relation un peu pourrie comme ça au pouvoir. Et quand elle se rend compte en fait que Sarah, la nouvelle venue, qui a jamais fait de magie de sa vie, est plus puissante, elle va être jalouse. Donc elle va essayer de lui nuire à un moment. Et Bonnie, en fait, vous voyez qu'elle n'a pas l'équilibre pour se dire non, je ne vais pas basculer du côté obscur. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et franchement, c'était un très bon film, je trouvais, pour... Enfin, moi, quand j'ai regardé ça, j'avais 14 ans, visiblement 14-15 ans. C'était vraiment sympa. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est plein de clichés, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Ensuite, on passe à des choses plus adultes, avec d'abord Circé de Madeline Miller, que j'ai lu sans doute l'été dernier, si je ne me trompe pas. On est sur une réécriture du mythe de Circé, qui se passe du coup à l'époque antique, donc en l'Antiquité pour les humains. Circé, c'est une des nombreuses enfants de Hélios, le titan, un des seuls titans qui soit libre. Et elle fait vraiment déesse mineure en fait, on s'en fout, elle a un petit peu de pouvoir mais pas trop. Faut pas trop qu'elle ouvre sa tronche non plus. Et elle est un peu insignifiante. Et je trouve qu'il y a de très très belles, un très beau sous-texte féministe sans que ce soit non plus matraqué comme ça peut l'être dans certaines œuvres. Moi ça m'a beaucoup parlé comme livre. Parce qu'on est sur une femme qui va apprendre à saisir son destin en main, à saisir ses capacités aussi, à se saisir de ce qu'elle sait faire, à apprendre toute seule pour être moins vulnérable, pour être libre. Et le truc qui est assez étonnant, c'est que au moment où elle va se sentir le plus libre, c'est quand elle va être bannie, parce que je crois qu'elle est bannie pour une très mauvaise raison d'ailleurs, même à ses yeux, mais
au mien aussi. Et c'est vraiment un très 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 beau texte. Je suis très fan de l'écriture de Madeline Miller, ça m'avait vraiment vachement touchée. C'est poétique, c'est beau, on est sur... on a le côté un petit peu hors sol, entre guillemets, des dieux qui meurent pas. Donc, il n'y a pas d'échéance. Ils ne se souviennent jamais du nom des humains qu'ils croisent parce que les humains ne font que passer. Et il y a un côté assez hors sol comme ça. Pas forcément chez Circé, plus chez d'autres dieux bien plus puissants. Et Circé, elle va rejoindre en fait vraiment le mythe de la sorcière qui s'y connaît en plantes, qui sait soigner, qui sait guérir, qui sait tuer aussi, qui apprend des mots qui sont portés par le vent, On est sur quelque chose d'assez... une espèce de magie naturelle, j'ai envie de dire, un peu comme pour les autres, hein, et qui fait peur, qui est effrayante. Mais c'est un tellement beau personnage, Circé, j'ai adoré. On va passer à Anansi Boys de Neil Gaiman. Donc oui, je sais, Neil Gaiman, il a quelques affaires aux fesses, des affaires de fesses d'ailleurs, mais j'aime quand même son univers, donc j'en parle. Anansi Boys, ça fait partie de l'univers de American Gods. Donc American Gods, c'est l'histoire de Shadow, qui est un prisonnier qui va avoir la chance de sortir un peu plus tôt de prison parce que sa femme est morte, pas de bol, et qui va se faire recruter comme garde du corps parce que c'est un grand costaud, par un petit vieux qui en sait beaucoup trop sur lui, qui s'en est quand même vachement suspect. Mais Shadow, c'est un personnage qui est quand même assez monolithique. Au niveau réaction, en fait, il est pas en train de courir dans tous les sens parce qu'il est affolé ou des trucs comme ça. Il est un peu le rocher qui se ramasse les vagues. Si vous voyez, ça bouge pas, mais il se les ramasse quand même, ces vagues. Et c'est un univers où les dieux mythiques, mythologiques existent. Ils existent tous. Donc ça peut être Zeus, ça peut être Hestia, ça peut être des dieux scandinaves. Et les nouveaux dieux que les hommes vénèrent, ça va être Internet, médias, la route, la ville, etc. Provoquent une guerre en fait contre les anciens dieux, parce que les anciens dieux, soit ils s'adaptent et ils les rejoignent, soit ils sont détruits. Et un dieu qui meurt, éventuellement, ça meurt tout le temps. Et si vous voulez, dans cet univers-là, donc il y a une trilogie qui suit l'histoire de Shadow, donc American Gods qui est un roman, Le Monarque de la Vallée et le Dog Noir qui sont des novellas, des nouvelles même. Très très belles éditions au Diable Vauvert d'ailleurs. Donc là, on suit l'histoire de Shadow Moon, ou de Ombre Moon. Et par contre, on a un petit livre dans le même univers, donc avec des dieux, etc., qui marchent un petit peu parmi tout le monde. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces dieux-là, les dieux anciens, comme ils ne sont plus priés, il n'y a plus de sacrifices qui sont faits en leur honneur, ils ont quasiment plus de pouvoir. Ou il y en a qui perdent la tête parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, qui errent un peu constamment. Et là-dedans, il y a Anansi. Anansi, c'est un personnage secondaire de American Gods. On le voit peut-être même un petit peu dans les autres livres, je ne suis pas sûre, concernant Shadow. Et Anansi, il a deux enfants. Deux enfants qui sont Gros Charlie et qui sont Miguel, ou Spider et Big Charlie. Si vous voulez, Spider, c'est un petit peu l'enfant parfait. Il est magique aussi, enfin, c'est un demi-dieu, il a du pouvoir. Et Big Charlie, eh ben, c'est tout l'inverse. Pourquoi Big Charlie? Parce que toutes les histoires appartiennent à Anansi. Et un jour, Anansi a dit que son fils Charlie était gros. Donc, tout le monde a pensé qu'il était gros. Ce que dit Anansi devient vrai. Et
Là, la tuile, c'est que Anansi meurt. Comment ça se fait qu'un dieu peut mourir? On ne sait pas. Mais Anansi meurt. Et Miguel va chercher son frère. Je crois que Charlie n'a absolument aucune idée de qui sont Anansi et Miguel. Et Miguel va donc chercher son frère, lui dire que papa est mort, il faut que tu viennes pour l'enterrement, etc. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les sorcières? C'est que Anansi, il a, la maman de Miguel et Charlie, c'était une voisine de sorcières. Et ces sorcières-là, c'est un peu la sorcière de la Louisiane, vous voyez, qui parle un peu français, qui et la poupée un peu vaudou, un peu cette ambiance sombre, un petit peu morbide, un peu dangereuse. Ce sont 3 vieilles femmes. Il y a des sorcières il y en a une de mémoire qui est plus puissante que l'autre. Et les enfants d'Anansi, à un moment, ils ont été emmerdés, celles qui étaient plus puissantes. Et il s'est passé une tuile. Et donc ce sont des personnages qui sont quand même assez secondaires dans Anansi Boys, mais qui ont une importance capitale dans l'histoire de Miguel et de Charlie, c'est excellent. Et c'est une histoire qui est très drôle, surtout. C'est hyper décalé, c'est très drôle parce que là où on avait Shadow Moon ou Ombre dans American Gods qui subissait un peu tout en se demandant quand même un peu qu'est-ce qui se passe, Charlie, il est en panique totale. Charlie, il trouve un frère qui ouvre une porte de placard, qui se fait une villa caraïbéenne au bord de la mer dans son placard. Qu'est-ce qui se passe? Charlie, en fait, sa vie elle va être totalement foutue en l'air par l'arrivée de son frère, dont il n'avait aucune idée de mémoire. Et c'est vraiment c'est un livre qui est très drôle. On va passer à des histoires qui vont être un peu plus sombres. Alors, j'ai déjà parlé de ces livres-là, parce que je les ai lus, il y en a un que j'ai lu assez récemment. Il y a d'abord Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, qui est aux éditions Les Trois Nornes. Donc, les éditions Les Trois Nornes, c'est une maison d'édition qui a été fondée par Lorraine Bélès, qui est la créatrice de contenu de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, qui est quand même bien spécialisée en fantaisie, ou littérature de l'imaginaire, et que je vous conseille. C'est un livre qui est assez court, qui fait dans les 250 pages, il me semble. Je l'ai lu en numérique, donc je dis de mémoire. J'ai adoré cette histoire-là. Je pense que je vais la relire parce que je pense que j'ai pas tout capté. Et je pense que j'ai pas tout capté, pas parce que c'était compliqué ou mal écrit, mais parce que j'étais pas forcément hyper attentive. J'ai des soucis d'attention, moi, des fois. On va se situer, on va dire, dans les îles anglaises, écossaises, par là. Et pas de bol, la mort a disparu. La mort a disparu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne meurent pas. Enfin, ils meurent, mais ils sont toujours là et ils ont très faim. Donc c'est un peu chiant. Et la seule solution pour se débarrasser d'un mort qui ne meurt pas, c'est d'aller le noyer dans de l'eau salée. Donc ça tombe bien, ils vivent dans des îles. Mais ce qui tombe mal quand même, c'est que c'est quand même vachement chiant de circuler en bateau quand il y a des spectres qui ont envie de vous bouffer. Et dans cette histoire-là, c'est très inspiré de la mythologie celtique et des cultes aussi celtiques. Ça m'a fait rappeler pas mal de trucs que j'avais lus il y a très longtemps en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé très riche, mais je manquais un peu de matière et je pense que c'est peut-être un livre qui aurait gagné à être un peu plus étoffé. Pas franchement énormément plus, mais je pense que ouais, un peu plus étoffé, ça aurait été plus facile à comprendre. Donc c'est un livre que je conseille plus pour des adultes ou au minimum ouais, lycée minimum. Mais ouais, moi je l'ai trouvé un petit peu complexe à comprendre. Et les sorcières là-dedans, vous allez me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des sorcières. Il y a des sorcières, il y a des druides, et il y a ces foutus zombies qui deviennent spectres quand ils sont noyés dans l'eau salée. Les sorcières existent, sauf qu'il y a aussi une inquisition.
l'Inquisition, c'est pour les sorcières, pas de bol. Et si vous voulez, il y a une grande inquisitrice donc les inquisitrices sont vraiment les ennemis mortels des sorcières, évidemment. Hein. Il y a une grande inquisitrice qui est chargée il me semble, d'aller noyer sa mère qui est décédée. Et par la suite, en fait, elle va devoir chasser d'autres sorcières, dont la Corneille Blanche, si je ne me trompe pas, qui est une sorcière quasi légendaire. Je trouve qu'au niveau des pouvoirs, ça pouvait un peu se rapprocher des mutants. Parce que j'ai l'impression qu'on était plus sur des... Bon, ma lecture remonte un peu, donc il y a des choses que j'ai oubliées, mais on pouvait on avait peut-être l'imaginaire, on va dire, physique de la sorcière, la femme un peu libre qui vit dans les bois et compagnie. De toute façon, elles sont obligées de se planquer, sinon elles se font cramer. Mais on se rapproche un petit peu des pouvoirs de mutants, parce qu'il y en a qui peuvent agir sur les dimensions, sur les reflets. Il y en a qui déplacent des objets, il y en a qui font cramer les choses. Ça fait un peu pouvoir de mutant, plutôt que la sorcière médiévale. Et je trouve qu'on est dans une histoire qui se rapproche aussi pas mal du style steampunk. Il faudrait que j'en lise, parce que je crois que j'en ai jamais lu. Mais il y a des espèces de vaisseaux qui flottent, il me semble. Ils ne sont pas dans l'eau, ils sont au-dessus, pour pas être... Enfin bref. Je vous conseille très très fort de lire ce roman-là. Je pense que je l'achèterai, un de ces quatre, quand je serai peut-être thune, je l'achèterai auprès de la maison d'édition, parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. On passe à la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. C'était chez Folio SF, il me semble. J'avais fait des vlogs lecture pas à pas. Je ferai plus des trucs comme ça pour des trilogies, je pense pas. On est dans la Russie médiévale, peut-être au XIVe siècle par là. On est vraiment dans le nord de la Russie, où ça caille. Le premier livre, c'est L'ours et le rossignol. Le second, c'est La fille dans la tour. Et le troisième et dernier, c'est L'hiver de la sorcière. On est donc dans la Russie médiévale, où ça caille sévère. On est dans la famille d'un boyard. Donc les boyards sont des petits seigneurs locaux qui a des terres, etc. Mais on va dire que c'est pas la grande richesse, parce que faut qu'ils réussissent à récolter suffisamment de bouffe pour tenir tout l'hiver quand ils vont être sous 4 mètres de neige. C'est très 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 hostile comme lieu d'habitation. On est largement au-dessus de Saint-Pétersbourg, ou je sais plus comment s'appelle la capitale russe. Saint-Pétersbourg, non? Et bref, cet homme-là, sa plus jeune fille, depuis qu'elle est enfant, elle a le pouvoir de voir et de communiquer avec les esprits du foyer, les esprits de la nature. On est donc dans tout ce qui est mythologie slave, hein. Ça va être les roussalki, qui sont dans les fées des eaux. Ça va être le domovoi, qui est, je crois qu'il est dans le foyer. Il y a le banik, qui est dans les bains à vapeur. Il y a un autre esprit qui est plutôt dans la grange à s'occuper des chevaux. Et cette gamine-là, elle a toujours grandi avec ça, c'est complètement sa normalité. Et sauf que c'est pas très bien réputé de parler toute seule comme ça et de donner à manger au foyer. Enfin, de balancer du pain dans le foyer, dans le feu. Ce qui fait que elle va essayer d'être un peu plus discrète. Surtout qu'on a l'émergence de la religion chrétienne orthodoxe, avec un durcissement à l'égard de tout ce qui est superstition, à l'égard envers le petit peuple des fées, etc. On a une guerre qui se prépare chez les humains, je dis bien chez les humains parce qu'il y en a une autre, entre les Russes et les Tatars, qui je pense sont des Mongols, si j'ai bien compris. On a une guerre qui se prépare entre Morosko, le dieu gel, le dieu hiver, et je crois que c'est son frère, qui est l'ours enchaîné. Si vous voulez, les deux sont un peu une facette de la mort, sauf que l'ours, vous pouvez y ajouter la sauvagerie. Et on a cette gamine du coup qui va devenir adolescente, qui va devenir une jeune adulte.
Et tout plein d'histoires comme ça. C'est un personnage qui va beaucoup souffrir, comme Lyra d'ailleurs dans la trilogie de Philippe Pullman. C'est une gamine qui ne peut pas ignorer ses pouvoirs, ni ignorer le rôle qu'elle peut avoir dans ces guerres. C'est une gamine qui va faire le choix d'aider plutôt que d'aller se planquer, d'aider des gens qui la verraient bien cramer sur un bûcher parce qu'elle parle toute seule et que des choses se déplacent autour d'elle. C'est une très belle histoire. Gros coup de cœur, ce livre-là. Je pense que je les relirai également. Je vais vous parler maintenant de la trilogie sorcière de Anne Rice ou Mayfair's Witches. Donc les sorcières Mayfair. La saga des sorcières d'Anne Rice a été publiée entre les années 90 et 94. Donc c'est à peu près à cette époque-là que j'ai dû les lire. C'est une série de livres qui est à mettre en relation avec les chroniques des vampires. Parce qu'à un moment, ça se rejoint. Lestat, en fait, va rencontrer des sorcières, tout simplement. Et peut-être des sorcières qui vont peut-être vouloir nuire aux vampires, je m'en souviens plus trop. L'histoire se passe principalement à la Nouvelle-Orléans, dans la maison familiale des Mayfair. Le premier tome, Le lien maléfique, nous présente la chronologie de la famille Mayfair dans des chapitres intercalés avec l'histoire contemporaine de Rowan Mayfair qui découvre sa famille et tous ses secrets. Le deuxième tome, L'heure des sorcières, a pour titre Lâcheur dans sa version originale. Il décrit la montée en puissance de l'esprit Lâcheur, je vous en dis pas plus. On y apprend aussi ses origines. Donc Lâcheur, c'est l'esprit qui est lié à la famille et aux femmes Mayfair. Le troisième tome, Taltos, introduit un nouveau personnage, Monsieur H. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus non plus, parce que je m'en souviens plus honnêtement. Si vous voulez, je vais vous faire un petit speech surtout sur la série télé que je viens de regarder. Donc je viens de regarder la première saison, la saison 2, je crois que c'est pour dans pas très longtemps. On fait un bond dans le temps. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, à la fois dans la série sur les vampires, Entretien avec un vampire, que dans Mayfair's Witches. C'est que Mayfair's Witches, ça va se dérouler dans les années 90. Sauf que là, c'est plutôt de nos jours. Donc on n'a pas les téléphones qui font 3 kilos et compagnie, vous voyez. Et Rowan, en fait, c'est une gamine qui appartient à une famille de sorcières qui a été écartée enfant et confiée à un des membres de la famille Mayfair, une femme, mais qui devait en fait l'élever loin de la famille. Et a raison. Donc, Rowan, c'est une jeune femme qui va devenir chirurgienne, qui va commencer un peu à flipper quand elle va se rendre compte que si elle est si bonne pour soigner, c'est qu'elle visualise en fait tout ce qu'il y a là-dedans. Donc elle instinctivement en fait elle sait quoi faire parce qu'elle le visualise. Mais quand elle est très en colère, elle est capable de faire provoquer une crise cardiaque ou un AVC à quelqu'un et de tuer. Ça va se produire plusieurs fois sans que ce soit volontaire, jusqu'à ce que ça le devienne. Et à la mort de sa mère, donc ça je peux vous le dire, c'est dès le premier épisode, donc la femme à qui Rowan a été confiée, Rowan va mener une enquête parce qu'elle va trouver des éléments sur sa famille et elle va vouloir savoir ce qui s'est passé et se rendre compte surtout que sa maman, qui est donc adoptive, lui a menti toute sa vie et qu'elle a bien une famille. Et elle va retrouver sa véritable mère biologique qui vit un peu comme un légume, entre guillemets, depuis une trentaine d'années, depuis la naissance de sa fille, qu'on lui a arraché des mains. Parce que c'est une de ses tantes qui est très opposée à la sorcellerie et très croyante, qui la maintient dans cet état de coma pour ne pas qu'elle pratique sa magie. Ce qui a un effet positif parce que au final, la sorcière étant éteinte, l'esprit
il n'a plus aucune interaction avec personne, parce que dans la maison, il n'y a plus que les deux bigotes, les deux tantes bigotes, et la sorcière qui est un peu à un état végétatif. Donc elle parle pas, elle n'est pas consciente, elle ne sait pas ce qui se passe, etc. Et on va développer en fait tout du long du livre une histoire qui... Enfin bon, le livre, comme je vous l'ai dit, ça remonte il y a très longtemps, je me souviens plus bien, j'aimerais bien les relire. Mais je trouve que la série est vachement bien foutue parce que elle montre un peu comment cet esprit, donc c'est un esprit qu'on invoque, l'Asher, le lien qu'il a créé avec ces femmes. Et il y a toute une prophétie aussi autour de la 13e sorcière qui est Rohan. Parce que Rohan va avoir un rôle en particulier à tenir auprès de l'Asher. Et l'Asher, il est vraiment tout ce que, si vous êtes un petit peu documenté sur les esprits, le spiritisme, etc., il est un peu tout ce qu'on peut imaginer sur l'esprit. L'esprit qui manipule, l'esprit qui va un peu implanter des idées chez quelqu'un. Et là, les sorcières, grosso modo, on est quand même sur des femmes qui parlent toutes seules. Donc, vu de l'extérieur, elles peuvent passer un petit peu pour des cinglés, hein, mais elles ne parlent pas toutes seules. Et l'Asher, il a un côté, de mémoire, hein, il a un côté assez capricieux, séduisant, séducteur, manipulateur, destructeur, vengeur, un peu tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment pas une relation très saine hein, qu'il lie avec la sorcière avec laquelle il est lié, parce qu'il en choisit une en fait par génération. Je vais pas vous en dire plus, mais on est vraiment dans la sorcière qui... Il y a des sorcières aussi dans les chroniques des vampires, d'ailleurs. Dans les premiers vampires, je vous en dis pas plus. Mais on est dans la sorcière qui va un petit peu se lier avec un esprit, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas un esprit, c'est pas un fantôme. Hein. On pourrait peut-être se rapprocher d'un démon. Mais on est un petit peu de mémoire dans les bouquins, dans le côté un peu vaudou, Louisiane, etc. C'est sexy, c'est gore, c'est peut être un côté un peu bien crado aussi des fois, de mémoire. Un petit peu comme dans les stats, hein. C'est pas très moral, mais c'est une très très bonne série. J'en ai gardé un très bon souvenir de ces livres-là qu'il faudrait que je relise, comme je vous l'ai déjà dit. Je vais m'arrêter là parce que ça a duré bien trop longtemps. Et je vous encourage à lire ou à regarder ces séries-là. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent. On m'avait cité aussi les bannis et les proscrits de James Clemens, mais bah, du coup, il faut que je les lise. Et je pense que je referai de temps en temps des petites séries comme ça sur des créatures ou des personnes qui sont douées de pouvoir. Peut-être que je vais en faire sur des fantômes, je pensais. Les zombies, j'aimais bien aussi, mais les zombies, ça peut être autant très bien ou autant... je suis pas très truc gore pour être gore. Ça m'intéresse moyen. Mais pourquoi pas, ouais, je pense que je ferai quelques vidéos sur des créatures. Je pensais à Pan, par exemple, ou les faunes. Je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon mercredi. Lisez tout plein et commencez à acheter des bonbons, parce que ça sera bientôt Halloween. Les petits vont venir vous frapper à la porte pour vous les réclamer. Est-ce que vous allez faire comme moi, fermer les volets et prétendre que vous n'êtes pas là et manger les bonbons? Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Lisez plein. N'hésitez pas à me suggérer des lectures ou des films ou des séries. Je suis toujours ouverte. À tout bientôt. Rêvez tout grand. Lisez tout plein. Salut!